Bienvenue sur radioicilaval.ca. Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour Laval. Bonjour Laval est une émission d'inspiration citoyenne et non partisane. Donc, 2 fois par mois, nous avons la chance d'accueillir 2 citoyennes ou citoyens lavalloises et on donne la parole à une personne qui se distingue au sein de la communauté lavalloise. Les valeurs humaines, la justice sociale, l'entrepreneuriat en général, mais surtout au féminin, la cohésion sociale, l'inclusion sociale seront au cœur du débat. Mon nom est Sarah Wageni et c'est moi qui va pouvoir en fait interviewer aujourd'hui notre invitée. Aujourd'hui, nous avons pour thème la perte inattendue d'un enfant. Et pour aborder ce thème, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Véronique Nga. Madame Véronique, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Sarah de m'avoir invitée. Merci. Ça fait plaisir. Alors, Madame Véronique, si ça te dérange pas, on va commencer l'entrevue. Alors aujourd'hui, donc le thème aujourd'hui aborde la souffrance vécue par les parents qui ont perdu leur enfant de façon inattendue. Et vous en faites malheureusement partie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vécu? Alors, de mon vécu, déjà, moi, j'ai perdu brusquement ma fille. Et la particularité, c'est que je ne l'ai pas perdue chez moi ou à la maison. Elle est décédée chez la gardienne et moi, j'étais au travail. Donc, de ce fait, déjà, je n'ai pas pu vivre certaines choses parce que tout est allé très vite. Tout est allé très vite et on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser. La douleur est tellement forte qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, en fait. Et moi, ayant déjà perdu ma mère 1 mois avant ma fille, je pense que le deuil d'un enfant, c'est la pire des douleurs pour un parent. Mm-hmm. Parmi tout ce qu'on peut avoir comme décès, perdre un enfant, c'est pire que tout. C'est une déchirure à vie, je pense. Mm-hmm. Ouais. Oui, surtout quand c'est une perte en fait inattendue. Inattendue, exactement. Exactement. Et en fait, si peut-être vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ce deuil-là, donc peut-être plus aller en détail de comment ce deuil a été vécu de votre côté. Déjà, psychologiquement, on est complètement déconnecté. On n'est plus en phase avec soi-même. On ne comprend pas déjà ce qui nous arrive. Et du coup, on a du mal à faire la part des choses. C'est tellement brusque, c'est tellement rapide, c'est tellement soudain. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'une maman laisse sa fille chez la gardienne à 8 heures et surtout avec son corps dans les bras à 10 heures, à peine 2 heures d'intervalle. Donc, moi, je l'ai mal vécu. Je pense que la majorité des parents aussi. Et je le revis presque chaque jour, ces moments-là, parce que je me dis, en tant que parent, on se dit toujours, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas su faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Parce que, voilà. Et moi, je l'ai vraiment mal vécu. Et perdre la chair de sa chair ainsi, c'est un peu perdre une partie de soi-même. Je pense vraiment que j'ai perdu vraiment une partie de moi durant cette période-là, l'année dernière. Voilà. Alors, en fait, ça fait donc 1 an que votre fille est décédée. Ça fera 1 an le 17 septembre. Le 17 septembre, d'accord. Et en fait, de ce que je comprends, il y a eu en fait, des remords que vous avez ressentis. Donc, c'est ce que vous nous expliquez un peu. On passe partout, en fait. Il y a des remords, il y a la colère, il y a la culpabilité, il y a l'indignation, on est fâché, pourquoi nous, pourquoi pas nos parents? On arrive à penser comme ça, malheureusement, à se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est pas arrivé? Je sais pas, un parent qui avait, par exemple, un enfant malade. C'est tellement égoïste qu'on se retrouve face à cette situation. Pourquoi pas un parent qui avait un enfant malade? Pourquoi pas un enfant qui souffrait dans sa chair et abréger ses souffrances? Mais on peut faire le tour de tout. La douleur, elle reste là, elle reste la même. Et malheureusement, c'est ça, la réalité est là. Oui, absolument. C'est la nature humaine, en fait. Et puisque vous avez vécu, c'est normal d'avoir eu toutes ces pensées-là. Et en fait, donc, votre fille était en santé. Elle n'était pas malade. Non, elle n'était pas malade. Et c'est ça qui rend aussi le deuil très difficile. Le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde va te demander presque tous les jours. Et tu n'as pas de réponse. Les légistes n'ont pas de réponse. Et ça, c'est très dur. Tu te dis, mais elle est décédée.
innocemment pour rien. Innocemment pour rien. Et ça, c'est injuste. Ouais. Parce qu'on a eu des autopsies, des recherches qui sont encore faites jusqu'à présent. Et on n'a malheureusement pas encore trouvé la cause de ce qui s'est passé. Il y a des causes, des tests qui ont été écartés, vu les résultats obtenus, un bébé secoué, maltraité, et tout ce qu'on met souvent en place lorsqu'il y a ce genre de situation. Et donc, du coup, le dossier reste ouvert, on va dire, parce que c'est pas quelque chose qui met, même les légistes ne sont pas très à l'aise avec ça. Les décès d'enfants sont très, très, très difficiles à vivre, même pour eux. Oui, même pour les professionnels c'est très difficile, qui ont l'habitude, en fait, de voir des décès à tous les jours. Ça m'amène, en fait, à la prochaine question. Puis vous en avez parlé un peu, mais voilà, perdre un enfant, c'est un deuil qui est moins commun. On voit ça moins souvent. Donc, comment vous décrirez ce type de deuil et surtout la perception de la société envers ce deuil? Comment vous, en fait, vous l'avez vécu? Déjà, c'est un deuil qui sort de la normalité. C'est pas normal, on sait tous. Les enfants enterrent leurs parents, c'est pas l'inverse. Donc là, du moment où tu sors de la normalité, ça dérange. Ça dérange vraiment. Pourquoi? Parce que ça met les gens mal à l'aise face à des réalités que eux, ils ne sauraient avoir dans leur vie. Moi, je l'ai mal vécu. Pourquoi? Parce que déjà, je ne m'attendais pas à ça. Mon entourage ne s'attendait pas à ça. Et puis, malheureusement, l'ignorance fait en sorte que les gens te proposent comment vivre ton deuil. Et ça, c'est ce que j'ai mal vécu. Je ne sais pas. Les parents qui ont perdu les enfants, c'est normal qu'ils aient envie de se suicider. C'est normal qu'ils aient des idées noires. C'est normal qu'ils trouvent la vie injuste. Mais oui, c'est la douleur qui fait ça. Alors, toi qui n'as pas vécu la même chose, me dire comment vivre ma douleur, c'est très, très, très compliqué parce que je me sens incomprise, je me sens abandonnée, je me sens jugée. On se sent jugé, mine de rien. Et donc, j'ai très mal vécu cette période-là. Déjà, j'étais dans l'incompréhension de tout, de ce qui m'arrivait, de qui je suis même à la fin. Je ne savais même plus qui j'étais. Donc, et entendre des gens te dire « Non, mais il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas pleurer, c'est un bébé. Faut pas... » C'est très choquant. Ça fait très mal. Et donc, à la limite, moi, de mon côté, et je pense la majorité des parents que j'ai rencontrés, on préfère le silence à des paroles blessantes, sincèrement. Parfait. Donc, en fait, c'est... Et puis, c'est sûr que ça pourrait partir, en fait, d'une bonne volonté de ces personnes-là, mais peut-être s'abstenir quand on ne comprend pas réellement et qu'on n'a pas vécu, en fait, ce deuil-là. Et voilà, même si c'est un bébé, c'est un enfant, mais ça reste que c'est un être humain qui a perdu la vie de façon inattendue. Donc, c'est ce qu'en fait vous conseillez. C'est bien ça. Exactement. Et puis, parfois, c'est l'ignorance, effectivement, comme on disait. Et puis, certains parents, ça les met en face d'une situation, ils se disent, mais oh, ça aurait pu être moi, j'aurais pu me retrouver dans cette situation aussi. Et malheureusement, on devient individualiste quand c'est comme ça. On veut bien t'aider, mais on veut d'abord serrer nos enfants dans nos bras pour réaliser la chance qu'on a de les avoir encore en vie. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, la société, je pense, n'est pas encore prête. La société est prête avec le fait que tu perds ton enfant et tu passes à autre chose. Que tu fasses ton deuil, que tu veux crier dans tous les toits, que tu as envie de tout lâcher, ils ne sont pas prêts. Ils se disent, mais non, la vie continue. C'est pas si simple que ça, la vie ne continue pas comme ça. C'est très douloureux, c'est un chamboulement total dans tout ton univers. Donc, je pense que de ce côté, on a encore beaucoup de travail à faire. On en parle, les gens compatissent, ils essaient de te dire ça va aller. La pire des choses que j'ai entendues, c'est tu as un autre enfant, tu vas en faire d'autres. Et ça, c'est insultant. J'ai trouvé ça insultant envers mon fils, comme si c'était un objet qui était de substitution parce que l'autre est parti. J'ai trouvé ça vraiment insultant. Et parfois, que les gens se taisent. C'est beaucoup mieux que de dire des choses qu'eux-mêmes ne réalisent pas. Je ne vais pas faire mon enfant, ma fille demain qui va remplacer mon autre fille qui est partie. Non, ce n'est pas possible. C'est un autre être humain. C'est un autre être humain que je vais aimer, que je vais chérir, qui n'a rien à voir avec celle qui est partie. Et je ne veux pas qu'elle soit traitée comme un antidouleur pour moi. Non.
Voilà. Absolument. Mais c'est intéressant, en fait, qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. C'est aussi, il y a un certain tabou, en fait, derrière ça. C'est aussi le cas pour, en fait, les fausses couches aussi. Donc, quand un bébé n'est pas encore né, et puis c'est aussi une douleur qui est vive et que la société, en fait, me dit aux femmes, ben, vous en aurez un autre, et puis ça va. Donc, c'est la même chose. Exactement. Et on voit que ben, récemment, ce tabou-là commence à être un peu moins, on va dire, moins présent parce que, bon, les stars commencent à en parler plus ouvertement et tout ça. Mais vous considérez, en fait, qu'il y a encore du chemin à faire. Oh oui, il y a beaucoup de chemin à faire, énormément, parce que les gens sont parfois maladroits aussi. Mais c'est parce qu'ils veulent aider, mais ils ne savent pas comment faire. Et puis, comme je disais, c'est tellement l'inconnu. C'est un deuil inconnu, c'est se retrouver les mains vides sans son enfant, se retrouver, je ne sais pas, tu étais enceinte et puis c'est quelque chose de terrible. Ouais. Pour l'exemple que tu as pris est parfaitement clair, en fait, tu te retrouves le ventre vide alors que tu étais enceinte. On n'imagine même pas ce qui se passe dans cette tête de cette femme qui, il y a 2 jours, elle a préparé les vêtements, le prénom et tout. Et d'un seul coup, c'est terrible. Mais vraiment, les gens ont des paroles parfois blessantes, déplacées, et même banalisent à la fin. On a envie de te dire, mais oui, mais tu es jeune, tu vas en faire d'autres. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas les pions sur un échiquier que tu poses, voilà, celui-là, je le pose là, bon, il n'est plus valable, je le mets de côté, je prends un autre. Non, on parle d'être humain. Que ça, on parle d'un être humain. On parle d'une relation qui se tisse dès le ventre, c'est pas rien. Donc, c'est très délicat, effectivement. Absolument. Vous avez un peu parlé, en fait, de la perception de la société et puis des parents avec raison, en fait, qui parfois veulent se suicider, qui ont des problèmes avec raison, qui ont des problèmes psychologiques et qui vivent leur deuil. Dans votre expérience, à vous, c'est quoi les ressources qui vous ont aidé lors de cette dure épreuve? Puis, en fait, qu'est-ce qui existe comme ressources dans la société? Donc, qu'est-ce que vous avez rencontré pour venir en aide à ces parents-là? Alors, malheureusement, les ressources qu'on peut trouver viennent aussi des parents qui sont passés par là. Endeuillés. Voilà. Il n'existe pas de structure, on va dire, voilà, accompagnement psychologique, des groupes de parole, des centres d'accueil ouverts par une tierce personne. C'est toujours par des parents qui sont malheureusement passés par là. Et c'est l'une des ressources où je me suis le plus retrouvée. Parce que là, je savais que je pouvais, là-bas, j'arrivais à dire, je pleure tous les jours. Et j'entendais pas, mais tu vas pas passer ta vie à pleurer. Il me disait, mais oui, c'est normal. C'est normal, tu vas pleurer tous les jours pendant un bout de temps. Et puis, il y aura des jours où tu vas pleurer et d'autres non. Donc, c'est là où j'ai pu trouver vraiment de l'aide, de l'écoute. Parce que je me suis dit, eh oui, je ne suis pas la seule à avoir des idées noires. Je ne suis pas la seule à ne plus aimer la vie, on va dire. Parce que nous tous, on se rejoint, que certains parents aient perdu leurs enfants à cause des maladies, à cause de je ne sais pas quoi, ou bien subitement comme moi. Ce qui nous relie, c'est cette douleur-là, cette injustice-là, ce manque. Et donc, du coup, je me suis dit, oui, là, je me retrouve. Je me retrouve vraiment. Et puis, malheureusement, la société n'a pas encore pris en compte ce côté-là. Même les groupes qui existent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est toujours les parents qui se sont retrouvés de l'autre côté, qui ont pu créer ça. Et même quand tu essayes de forcer un petit peu, de dire oui, est-ce que c'est possible de créer ça? Ça met vraiment mal à l'aise. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas comment aider, ou bien c'est parce qu'on manque de ressources, ou bien... Mais c'est encore vraiment, vraiment très compliqué jusqu'à ce jour. Ce que j'en retiens, c'était en fait un espace sécuritaire où vous pouviez en fait vous exprimer sans avoir de faut arrêter de pleurer et tout ça. Donc et puis c'est un espace aussi de solidarité entre vous. Beaucoup. Et ces espaces-là, est-ce qu'on vous a suggéré d'accéder à ces espaces-là ou c'était vous-même qui avez fait en fait une recherche pour trouver ces espaces-là? Comment ça s'est passé en fait à ce niveau-là pour vous retrouver avec dans ces organismes-là? Est-ce que c'est des organismes ou bien vraiment des groupes de parents endeuillés qui les ont Les organismes, j'en connais 2.
OK. Un à Laval et l'autre à Montréal. OK. Et puis des groupes de parole, des groupes de parents endeuillés, c'est sur le net, c'est à travers Facebook. Hein, tu tapes juste ton cas à toi et puis tu te rends compte que non, je ne suis pas si seule que ça. Nous sommes très nombreux. Mais j'ai eu la chance, moi, d'avoir un suivi. Ce que tous les parents n'ont pas. De par mon employeur, j'ai été suivie par un psychologue. Et c'est grâce à ce psychologue que j'ai eu des adresses me disant oui, il existe des associations. Mais un parent qui s'isole ne saura même pas qu'il existe des associations comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, c'est tellement tabou, personne ne veut en parler. Et du coup, même si tu peux aider, tu es limité parce que non, mais j'ai peur. Comment il va le prendre? Comment c'est très méconnu. Moi, c'est pas mon psychologue que j'ai connu, c'est ces groupes de parole, c'est ces associations. Et comme je disais, l'association qui est à Laval, c'est l'association d'un parent. Et l'association qui est à Montréal, c'est un médecin qui a créé cette association un pédiatre, parce qu'il était en face d'une recrudescence de mort subie du nourrisson. Et donc, il s'est dit, il faut que j'accompagne les parents qui ont subi ça dans leur processus de deuil, en fait. C'est toujours des gens vraiment proches, très proches de cette situation qui arrivent à créer quelque chose, en fait. Mais sinon, des autres ressources, il n'y en a pas. OK. Donc, c'est vraiment, en fait, les personnes éprouvées qui arrivent en centre D, pour la guérison. En fait, Véronique, ce qu'on ne sait pas, en fait, de votre histoire, c'est que vous avez été éprouvée 3 semaines après votre arrivée, après votre immigration au Québec. On sait déjà que l'immigration, c'est déjà l'immigration seulement, c'est déjà un gros changement dans la vie, un choc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cet aspect-là et de tous les aspects, en fait, administratifs et aussi l'aspect de l'immigration en tant que tel? Ça, c'était très difficile parce que voilà, la COVID n'a pas arrangé les choses. Donc, du coup, je ne pouvais pas avoir ma famille. Je ne pouvais pas me déplacer comme je voulais. Donc, ce qui a été bien fait, c'est au niveau de la gérance de tout ce qui est administratif et tout. Quand c'est vraiment les décès brusques comme ça, tu n'as pas à gérer plein de choses. Tu as le service social qui gère, tu as l'hôpital qui gère et puis tu as les légistes qui gèrent. Mais ce que toi, tu dois gérer, c'est l'aspect financier, évidemment. Tu dois gérer l'aspect financier. Mais au moins, de ce côté, je n'ai pas eu trop de soucis. Dès le moment où ma fille est décédée, il a fallu évidemment sortir tout notre historique de 3 semaines au Québec, pour qu'il nous retrouve, qu'il retrouve nos traces, qu'il retrouve mon employeur, ce que je faisais, pourquoi je suis là, et voilà, et savoir quoi faire. Et là, il faut se décider très vite. Niveau administratif, ça va très vite parce que plus le temps est long, plus ça coûte cher et plus je pense que pour eux, ça n'arrange vraiment pas les choses. Donc, ils m'ont fourni quand même des outils. Parce que j'arrive comme ça, je ne connais pas. On te parle de pompe funèbre, tu ne sais même pas déjà ce que ça signifie parce que parfois tu le vois à la télé, tu le vois, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc, ils ont fourni des outils. Voilà, ils ont fait des recherches pour moi. Et puis, ça m'a bien aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, le côté administratif, ce qui est le plus dur, c'est que ça va très vite. L'administration va tellement vite. Dès le moment où ça se passe, à cet instant-là, ton enfant n'existe plus dans ton dossier. Il est vraiment rayé administrativement de ce qui te fait, toi, dans tes documents d'immigration. Donc, c'est ça qui a été le plus dur, de l'avoir rayé comme ça en même pas une semaine. C'était fini, c'était parti. Elle n'est plus là, elle n'existe pas. C'était ça c'est choquant. Et puis, il y a plein de documents qui sortent en même temps. Les certificats de décès, les choses vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça dans les bras? Et donc, ça va très vite au niveau administratif. Et puis, quand tu viens d'arriver comme ça et que tu es complètement déboussolé, ce qui aide aussi, c'est les associations. Moi, j'ai beaucoup été aidée par le CLICS, vraiment, vraiment. Et puis, par d'autres personnes qui se sont senties vraiment touchées par ça et qui se sont dit, mais comment elle va faire? On ne sait pas comment elle fera, mais bon, on va lui donner un coup de main. Et c'était vraiment ça la beauté des choses. Le plus triste, c'est rayer ma fille de l'univers administratif. Mais après, il y a des gens pour accompagner. Et ça, c'est pas mal.
Vous avez été, en fait, vous avez été chanceuse dans votre malchance, vous avez été accompagnée, vous n'avez Ouais. pas été, en fait, vous n'étiez pas seule dans tout ça. Mm. Et surtout, comme nouvelle immigrante, ça fait toujours du bien d'avoir Mhm. cet accompagnement-là. Oui, tout à fait. Euh, Pendant tout, en fait, cet aspect administratif et toutes ces choses-là, en fait, à faire, c'est quand même énorme à gérer, surtout quand on vient d'arriver, on connaît pas, vous avez dit, vous connaissez même pas c'est quoi, en fait, le déroulement, en fait, des funérailles Ben et non, tout. je connaissais même Ce qui pas est- où acheter du pain. Hein. Ouais, Je c'est savais même ça. pas. Ce qui est Je venais normal. d'arriver, oui. Oui. Ce qui est normal, 3 semaines après votre arrivée au Québec. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à plier bagages et retourner auprès de vos proches? Mhm. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? Dès le premier jour, oui. Dès Le premier jour du le décès premier de- jour de décès, Ouais. à cet instant-là, je me suis dit, c'est un échec, je vais rentrer. Ça sert à quoi si au bout de 3 semaines, c'est comme ça? Mm. Dans un an, ça sera quoi? Dans 2 ans, ça sera quoi? Mhm. J'ai pensé à plier bagages, mais je me suis vite confrontée à plein de démarches administratives qui n'étaient pas faisables, en fait. Je ne pouvais Mhm. pas, en pleine Covid, rentrer comme ça avec ma fille, faire tous ces va-et-vient. Ce n'était pas possible. Et aussi, à un moment donné, je me suis posé la question, ça servira à quoi? Mhm. Que je sois en France, en Afrique ou je ne sais pas où, est-ce que ça va me la ramener? Non, pas du tout. Et puis, comme je le dis tout le temps, j'ai considéré ma fille comme un ange venu de nulle part pour remplir une mission parce que ma fille est née aux États-Unis, elle a un peu vécu en France, elle est décédée au Canada. Mhm. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans tout ça? Nous, Mhm. nous les humains, on ne comprend rien. Mhm. Donc, je me suis dit, non, je vais rester. Mhm. Ça sera difficile. Et puis, ma famille me manquait. Mais qu'est-ce que ma famille aurait bien pu faire par rapport à tout ce que je ressentais? Oui. Me consoler. Mais à ce moment-là, la consolation, rien ne m'allait en fait. Mhm. Je voulais juste qu'elle me revienne. Donc, tout ce qu'on aurait pu me dire n'allait pas me soulager. Moralement, j'étais vraiment anéantie. Physiquement aussi. Voilà, il me manquait. Je me disais, oui, si elle est là, peut-être je n'aurais pas à aller acheter la robe d'enterrement de ma fille. Je n'aurais pas Mhm. à aller voir sa pierre tombale. Mon frère, ma soeur ira le faire. Oui, sur ce point-là, il m'en manquait. Mhm. Mais de retourner en France, j'y ai pensé, mais ça n'aurait servi à rien. Mhm. Si retourner en France m'aurait rendu ma fille, Ouais, j'y serais on allée connaît même en la agent. réponse. J'y serais allée même en agent. Donc, On connaît non, la j'ai réponse. décidé de rester, de continuer. J'ai rencontré de bonnes personnes aussi ici. Et puis, j'ai été très soutenue par mes employeurs. Donc, Mhm. voilà, je me suis dit, je vais rester. Ouais. Voilà. C'est très, très courageux de votre part et encore une fois, merci de prendre le temps de nous parler de votre vécu. Et en fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en parler ouvertement aujourd'hui? Donc, est-ce que ça fait partie de votre processus de guérison que vous en parliez aujourd'hui? Oui, ça fait partie des étapes pour... je ne sais pas s'il y a une guérison dans tout ça. Des étapes pour me sentir moins seule face à tout ça là. Parce que je suis sûre qu'il y a des milliers de parents qui sont en isolement face à ça, Mhm. qui n'osent pas, qui se disent, mais de toute façon, je sais déjà ce que tout le monde va me dire, donc je ne parle pas. Mieux, je reste dans mon coin, je ne dis rien. Et aussi pour, surtout d'avoir... Je pense sincèrement que je ne sais pas d'où me vient cette force. Je ne pensais même pas être là un an après, parce que je suis passée par tellement de choses, d'étapes dans ma vie en moins d'1 an. Donc, pour commémorer ça et pour aussi dire que ce n'est pas un décès tabou. Il y a des milliers de parents qui perdent leurs enfants. Mhm. Il y a des milliers de parents orphelins, comme je les appelle. Mhm. Et faut pas hésiter. Faut pas hésiter à aller vers eux. Faut pas hésiter à chercher des associations, à leur proposer des entraides, même si nous, on ne peut pas parce qu'on n'est pas dans cette situation, mais de proposer des plans, des aides. Et puis, on réagit tellement différemment face à ce genre d'épreuves que... Moi, je suis passée du renfermement à en parler, détester la vie, la chérir en même temps. Donc, j'avais besoin de me vider aussi un petit peu. Mhm. J'avais besoin d'en parler et puis surtout, j'avais vraiment besoin de dire à je ne sais pas quels parents qui nous écoutent que mais vous n'êtes pas seuls.
Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. C'est bien, on va créer des groupes Facebook, on va se voir derrière nos téléphones. Mais je pense que des temps de rencontre entre parents, des temps d'échange, ça fait toujours du bien. Oui. Et toujours en parler, en fait, ça fait du bien. Ça libère un peu ce qu'on ressent à l'intérieur. Tout à fait. Oui. Et en fait, j'aimerais vous demander, ça va faire 1 an bientôt. Et comment vous allez aujourd'hui? Bien sincèrement, comment vous allez 1 an après le décès tragique de votre fille? Alors, je ne dirais pas que je vais bien, mais voilà, je ne dirais pas non plus que je suis encore comme au début comme l'année dernière. On n'oublie pas ce genre de traumatisme, en fait. On vit avec, et on vit avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui se passent aussi dans nos vies, des événements heureux, il y a des mariages, il y a des rencontres, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, et on est obligé de relativiser. Mais c'est pas parce qu'on va bien, mais c'est parce qu'on se dit, mais il y a quand même du bonheur malgré tout ça. Il y a du bien malgré ma tristesse, il y a du bien qui se passe autour de moi. Donc, on avance. On avance et puis au jour le jour, au début je comptais, je disais oui, ça fait 1 semaine sans elle, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après on ne compte plus. On dit de toute façon c'est parti pour toute la vie, donc je vais plus me remettre à compter, je vais accepter la situation, je vais la vivre comme je peux. Je vais prendre le bon côté des choses, je vais essayer de me reconstruire parce que c'est très difficile de se reconstruire après ça. Et puis, on vit au jour le jour en gardant toujours cette place pour elle dans notre cœur, en fait. Moi, j'ai une place pour ma fille dans mon cœur. Je pense que c'est à vie, en fait. Pas que je pense, c'est à vie. Oui, absolument. Voilà. C'est ça, donc elle a fait partie de votre vie, c'est votre chair. Donc, complètement. Donc, c'est sûr qu'elle aura toujours sa place dans votre cœur. Excellent. Et est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous aujourd'hui? Alors, un mot de la fin. Merci déjà de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci vraiment aux citoyens de Laval. Merci pour ce que vous faites. Et puis, le mot de la fin, ça sera que je suis en train d'écrire un livre. Ça s'appelle « Ma fille, mon étoile filante », qui se trouve dans les maisons d'édition. Donc, j'en parlerai peut-être prochainement. Donc, ça raconte un petit peu mon vécu du deuil, ma place dans l'immigration et puis toutes ces choses qu'on n'ose pas dire, tellement on a mal. On n'ose pas les sortir, on n'ose pas les exprimer, de peur d'être jugé, de peur qu'on te dise ça fait trop, tu en fais trop là, c'est bon, arrête à un moment donné. Donc j'exprime un peu tout ça là dans mes écrits et donc j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai des retours des maisons d'édition. Mais c'est bien parti pour. Oui, ben, on a très, très hâte. En tout cas, moi, je parle pour moi, j'ai très hâte de pouvoir lire ça. Et ça fait toujours du bien, en fait, de mettre par écrit, sur papier, en fait, comment vous vous sentez. Donc, j'ai l'impression que ça vous a fait du bien de l'écrire, ce livre-là? Oui, c'était vraiment... Je me suis libérateur. Vidée. Oui, je me suis vidée. Il y a des périodes de ce moment-là que j'oubliais même. Mais quand j'écrivais, je me rappelais que, mais oui, je suis passée par là. Je suis passée par telle épreuve. Je suis passée par tel moment difficile, j'ai eu telle solution, je n'ai pas pu gérer telle solution. Et puis, de reprendre aussi le travail m'a beaucoup aidée, vraiment. Donc, je me suis sentie utile au moins pour quelque chose, parce qu'à un moment donné, on se sent tellement inutile. Si je ne peux pas être une bonne mère, alors ça ne sert à rien. Donc, reprendre le travail m'a beaucoup aidée. Et puis... commencer à lier des contacts, commencer à parler à d'autres parents, à d'autres familles, ça fait vraiment du bien. Oui. Voilà. Puis je suis certaine qu'on va voir toute votre force dans ce livre-là. Peut-être qu'on va vous réinviter une fois que le livre sera publié. Avec plaisir. Pour que vous puissiez nous le partager. Donc, on a bien hâte. Avec plaisir. Excellent. Donc, en fait, on arrive à la fin de cette émission-là. Donc, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Un énorme merci à notre invitée, Madame Véronique Nga, qui a partagé de façon très généreuse son vécu. Et on lui souhaite vraiment toutes les belles choses de la vie. Aussi, un très grand merci à nos 2 techniciens donc, qui travaillent dans l'ombre, mais sans leur travail, il y
n'y aurait pas une émission, tout simplement. Donc, un énorme merci à Frédéric Dufour et Mohamed Amin Lachaoui. Donc, votre travail est grandement apprécié. Donc, de mon côté, je vous souhaite une excellente soirée, mesdames et messieurs, et puis on vous donne un rendez-vous à une prochaine émission de Bonjour Laval.